Cause dans mon dos, cause avec moi. Cause dans mon dos, cause avec moi. Mais tu laisses causer, tu laisses accumuler. Mais tu laisses causer, tu laisses accumuler. Mais tu laisses causer, tu laisses accumuler. Tu laisses causer, tu laisses accumuler. Mais tu laisses causer, tu laisses accumuler. Tu laisses causer, tu laisses accumuler. Peut-être. Descendance mon maman, descendance mon papa, trop beau, trop con. Descendance mon maman, descendance mon papa, trop beau, trop con. Descendance mon maman, descendance mon papa, trop beau, trop con. 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 Ote madame est telle, ote monsieur est tel. Ça mal cause à moi. Après t'as pour plaire là-haut. Ote madame est telle, ote monsieur est tel. Ça mal cause à moi. Après t'as pour plaire là. Assez, assez. Arrête de ton tête cochon. Bataille pas pour la peau gâteau. Coupé, coupé. Cause dans mon dos, cause avec moi. Cause dans mon dos, cause avec moi. Tu laisses causer, tu laisses accumuler. 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 Mais tu laisses causer, tu laisses accumuler. 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 Laisse causer, tu laisses accumuler. Laisse causer, tu laisses accumuler. Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. On est en compagnie de Georges Goma, notre sociologue engagé. Bonjour, Georges. Bonjour, Caroline. Très heureux de te retrouver. C'est toujours un plaisir Merci. le mercredi de se parler. On va poursuivre sur notre lignée de Boko Haram. Là, c'est un sujet très dense, pas toujours facile, mais comme tu le dis, on l'aborde de façon non émotive. Absolument, De absolument. façon objective pour bien comprendre tous les enjeux, tout ce que ça implique. C'est cela que nous devons faire parce que ce qui se passe en ce moment, c'est ce que nous en sociologie on appelle les changements sociétaux. C'est un changement sociétal. C'est-à-dire que sans toujours le savoir, nous sommes peut-être en train d'assister à une sorte de redressage des frontières. C'est peut-être un peu trop excessif, mais regardez un peu ce qui s'est passé en 1920. En 1920, le Moyen-Orient, la France et l'Angleterre dessinent les frontières de l'Irak, de la Syrie, de ces pays-là. Vous voyez? Et à cette époque, c'était pour lutter contre l'Empire ottoman. Vous voyez? Ouais. Donc les Occidentaux magnifient ces États-là et soutiennent des rapports diplomatiques. Et en ce moment, ce qu'on assiste, c'est la destruction, en quelque sorte, de ces États créés en 1920 par les puissances occidentales. C'est là, évidemment, qu'il faut comprendre en profondeur ce qui se passe en ce moment. Et tu as bien raison de dire qu'il faut pas aborder cette question émotionnellement. Parce qu'aborder émotionnellement, c'est simplement voir ce que nous voyons, c'est-à-dire les vies qui sont détruites, le sang qui gicle, des choses effroyables, la destruction de tout. Mais il y a des forces intérieures qui sont responsables finalement des conséquences que toi et moi, nous les personnes moyennes, nous voyons. Mais au fond, il y a des forces qui jouent pour aboutir à cela. Mais l'État islamique, puisqu'on parle de Boko Haram, Oui, vous voyez, la dernière fois, ils se sont associés officiellement, on l'a abordé la dernière fois. Mais ce que les gens n'ont pas vu venir assez vite, c'est la création de cet État islamique. En peu de temps, des choses se sont mises en place et cet État islamique, calé entre la Syrie et l'Irak, évidemment,
ils contrôlent un espace géographique. Et la dernière fois, on l'a dit, mais le contrôle de l'espace géographique s'accompagne aussi du contrôle des richesses. Ben oui. Des richesses. Et cet État islamique est grand comme la moitié de la France et contrôle 30 millions de personnes. Et une autre chose qui est terrible, c'est que ça draine des gens, des militants, des combattants qui viennent de partout dans le monde. Ouais, ça on l'a vu. Alors aussi, là, hein, vous voyez un peu cette histoire-là. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui est en train de se détruire et une autre chose en train de se mettre en place. Comment on va gérer cela? On va voir wait and see, comme disent nos amis à côté. Alors, revenons sur Boko Haram. L'activisme dans 2 pays africains, le nord-est du Nigeria et le nord-est du Cameroun. On a bien dit la dernière fois que le Boko Haram est intimement lié à l'État nigérian. Le Nigeria, et qu'on a vu aussi que de façon séculaire, le berceau, oui, et de façon séculaire, il y a toujours eu, n'est-ce pas, ces affrontements au Nigeria. On avait dit aussi que le Nigeria est à majorité musulman. Vous voyez? Donc la guerre de fond qui se joue entre l'Occident et l'Orient aussi apparaît à partir de là. Ouais. Les autres utilisent des méthodes conventionnelles, l'armée nigériane avec des moyens conventionnels, et d'autres qui n'ont pas ces moyens utilisent des moyens non conventionnels. Comme écoutez, les moyens sont non conventionnels. Le piratage, la piraterie par exemple. On a bien vu ces choses-là. Il y a la piraterie, ils massacrent des gens à grande échelle et toutes ces choses-là. Vous voyez? Parce que évidemment, quand ils mesurent la puissance de leurs moyens militaires, ça n'égale pas les moyens des autres. Hein? J'avais dit la dernière fois, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Vous voyez? Donc, on est face à cette situation et malheureusement, ce qui se passe en Afrique avec Boko Haram, ça risque de déstabiliser pas seulement la région de l'Afrique de l'Ouest, mais finalement l'Afrique entière. L'Afrique noire entière. Avec un immense territoire. Et se voir aussi ce qui se passe dans la zone sahélo-saharienne. Cette zone-là, c'est-à-dire, et le Sahel et le Sahara. Ouais. C'est dans ces 2 zones-là que, évidemment, les choses sont en train de se passer. C'est un véritable fléau. C'est un véritable fléau qui se met en place parce qu'on assiste à des destructions. Il y a des destructions des vies humaines. C'est ça qui, évidemment, bouscule un peu notre émotivité. Mais il y a aussi la destruction des œuvres d'art. On l'a vu aussi. Alors, cette bêtise-là, cette erreur à penser que, ça c'est l'expression de la civilisation occidentale. Et comme on est embarqué contre la lutte contre la civilisation occidentale, on va briser cela. Je crois que c'est une vue très 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 courte et complètement à côté de la plaque de penser les choses comme ça. On peut pas, on l'avait dit la dernière fois aussi que, écoutez, les salafistes chercher à s'accrocher à l'islam ancien des années et des années derrière, alors que nous sommes dans un monde tout à fait changé. Là encore, c'est une incohérence et une bêtise, excusez-moi, de penser de cette manière-là. Voyez? Alors, je crois que c'est une erreur. Et puis voilà, peut-être Caro, que tu as une question à poser, là, je te vois un peu non? Non, okay. Mais je me demandais, j'essaie de comprendre, moi, c'est quelque chose qui dépasse mon entendement, comment cette bêtise-là peut recruter autant de gens, comment ces gens-là, on en a parlé un peu la semaine dernière sous l'éclairage de la pauvreté, les gens, ils cherchent ailleurs une planche de salut, il y a ça, mais mais c'est fondamentalement, tu as posé la question et que tu as donné la réponse en même temps, je sais pas s'il faut que j'ajoute quelque chose. Et malheureusement, au champ de la mondialisation, comme on le dit, il y a certaines choses aussi malheureusement qui se renforcent, les discriminations de toutes les sortes, les replis identitaires, malheureusement, c'est une réalité en France où j'ai vécu 22 ans. Je suis bien placé pour bien connaître ces choses-là. On a vécu en 1995, je crois, les émeutes de Paris et tout ça là. C'est donc le reflet quand même d'un certain malaise dans la justice sociale qui n'est pas rendue correctement. Que voulez-vous un peu que ces jeunes qui sont allés à l'école, on leur a dit allez-y à l'école, faites des études, et quand on va à l'école, on fait ses études et à la fin on n'a pas de boulot et on a de famille et tout cela. Donc c'est une vie finalement, les efforts qu'on a fait à l'école, ils ne sont pas récompensés et puis et malheureusement
c'est des retranchements. On se cache derrière ces retranchements, en plus de la propagande mensongère que ces organisations terroristes font, les esprits fragiles se le font happer, et sans autre forme de procès, Caroline. C'est très simple, mais ça ne justifie rien, évidemment. Ça ne justifie rien, mais n'empêche que c'est une réalité, évidemment, que nous vivons. Donc, je crois que le drainage d'autant de jeunes de par le monde, c'est symptomatique de quelque chose qu'il faudra dévoiler un jour, avoir le courage d'aborder et mettre des choses sur la table. Ça c'est clair. À la racine du mal, la racine du mal, absolument. Si on revient en Afrique, bon, on l'a dit, le berceau de Boko Haram, c'est le Nigeria, mais ça s'est étendu. Oui. Et là, il y a quelques pays qui s'unissent pour lutter contre Boko Haram. Oui. Alors là, on va pas empiéter là-dessus parce que ça sera la prochaine, la dernière, parce qu'il y a évidemment, il y a des pays africains qui s'organisent pour lutter contre Boko Haram. Et puis la démarche de Boko Haram, l'idéologie de Boko Haram, c'est pas l'unanimité en Afrique, loin de là. C'est une organisation terroriste, ça il faut bien le dire, parce que les moyens qu'ils utilisent, c'est des moyens du terrorisme qu'on ne peut pas accepter en aucune manière. Il faut le dire avec force. Alors, donc, ça ne peut pas justifier que l'on puisse donner quelques crédits à cette organisation. Vous voyez, on peut pas donner du crédit à cette organisation. Et puis aussi, ce qui se passe au Nigeria, évidemment, il y a la Centrafrique aussi qui est à côté, il y a le Tchad, tous ces pays, le Niger, tous ces pays, le Mali, tous ces pays un peu en Afrique de l'Ouest et qui atteint maintenant l'Afrique centrale aussi, jusqu'au Congo-Brazzaville, tout en bas, mais pas encore sur le plan terroriste, mais il y a une communauté aussi musulmane qui prend de l'ampleur au Congo-Brazzaville. Oui, c'est comme la mauvaise herbe, là, ça s'étend partout et rapidement. Bon, c'est un peu comme la mauvaise, mais en termes de l'islamisme dans le sens simple du terme, on peut pas dire que ça soit la mauvaise graine, mais quand c'est accompagné évidemment d'une idéologie militariste, comme on le dit, là ça commence à poser des problèmes. Mais quand même, n'empêche que le Congo-Brazzaville, c'est un pays majoritairement chrétien et que l'islam aussi commence à gagner du terrain et j'ai pas comme l'impression, mais il y a une décision qui a été prise par le président du Congo-Brazzaville qu'on va construire la plus grande mosquée d'Afrique centrale au Congo-Brazzaville. Et vous comprenez que une telle initiative ne sera pas sans porter des conséquences parce que évidemment avec ce qui passe de partout dans le monde, les islamistes au Congo-Brazzaville, ça va grincer les dents. Et ça risque d'aboutir aussi à des situations difficiles de conflictualité entre les chrétiens et puis les musulmans. On n'ose pas trop y penser. Mais il faut quand même il faut mettre en orbite, il faut faire excessivement attention. Maintenant, vis-à-vis de cela, alors, ce qu'ils font là dans la zone, c'est le terrorisme, c'est le piratage maritime. On l'a vu aussi surtout la Corne de l'Afrique là-bas, la cybercriminalité aussi, le trafic de drogue, la prolifération des armes légères et des petits calibres. C'est ça qui circule, vous voyez un peu, dans le même. Maintenant, les actions. Au niveau des actions, que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est là où, évidemment, ça pose un peu de problème. Et là, l'Union africaine, au début de ce mois de mars, a entériné une décision qui a été prise au début de ce mois, la création, n'est-ce pas, d'une force régionale pour lutter contre Boko Haram. Ça, c'est l'Union africaine. Mais enfin, l'Union africaine, à la différence des autres organisations, pose encore un problème d'argent, de moyens financiers. On revient toujours au nerf de la guerre. Oui, c'est ça, et alors, donc, qu'est-ce que l'Union africaine a fait? A sollicité, n'est-ce pas, un soutien financier de l'ONU. Or, le soutien financier de l'ONU n'est pas aussi facile à voir malgré la situation d'urgence qu'il y a par rapport à Boko Haram, mais rien n'est encore fait. Il n'y a aucune solution n'a pas été prise. Donc se pose encore le problème de l'argent. Mais maintenant, par rapport à ce qui se fait malgré tout, les puissances occidentales ne sont pas encore complètement engagées dans la lutte contre Boko Haram parce qu'il y a des priorités qui sont ailleurs. En attendant cette résolution des Nations Unies pour donner, parce que une résolution des Nations Unies suscite automatiquement le déblocage des moyens. Donc il faut que la résolution soit prise. Bon, maintenant, entre-temps, peut-être cette demande-là risque d'aboutir
Tout simplement parce que la France vient de prendre la présidence du Conseil onusien. Oui. Voilà. Puisque la France est très engagée là, il a pris donc la présidence. Et aussi, il y a 2 États africains complètement engagés dans la lutte contre Boko Haram, le Nigeria et le Tchad, qui sont membres non permanents. En ce moment, qui sont membres du Conseil de sécurité, mais non permanents. Donc, et la France qui préside, et ces 2 États africains, ça risque d'aboutir peut-être à quelque chose. Voilà, tout à fait. Donc, l'Union africaine demande des fonds spéciaux pour le financement de cette opération, de cette force. Et la résolution n'est pas encore prise. Rapidement, je vois que on prend beaucoup de temps. Et donc, je vais terminer en disant que la France est en train de s'activer en coulisses en ce moment pour convaincre les autres puissances occidentales d'intervenir, n'est-ce pas, en Afrique. Et puis aussi, on attendait peut-être la connexion entre l'État islamique et puis le Boko Haram, qui va peut-être donner beaucoup plus du tonus aux Nations Unies pour intervenir, parce que ça devient un niveau, on atteint un autre niveau. Ce qu'il faut éviter, c'est la connexion de ces groupes-là. Et quand la connexion de ces groupes-là est faite, parfois ça pose beaucoup plus de problèmes. Mais c'est rapide, on se sent pressé par le temps, effectivement, on l'est, mais c'est récent, là, cette demande-là à l'ONU. Qu'est-ce qu'on a attendu aussi? Pourquoi on a attendu si longtemps? On a attendu tout simplement parce que les événements sont allés trop vite aussi dans la création de cet État islamique qui prend de l'ampleur tout de suite. Et puis bon, on n'est toujours pas prêt, ou bien les Nations Unies n'ont toujours pas de l'argent à côté pour intervenir dans l'urgence en tant que telle. Donc, il faut réfléchir. Il y a des enjeux sur le terrain. Il y a la peur de prendre telle décision pour ne pas fâcher telle personne. Le Nigeria, par exemple, l'État nigérian, la faiblesse de l'État nigérian, c'est aussi parce qu'ils connaissent bien leur pays, ils connaissent bien que c'est un pays musulman, ils connaissent bien que si on prend cette décision, les gens vont interpréter ça comme un soutien à l'Occident, alors que tout le monde marche sur des œufs dans tout ça. Il faut beaucoup de parcimonie, il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de sérieux et de rigueur dans les décisions à prendre pour ne pas prendre des décisions qui pourraient plutôt produire des effets inverses. Georges, merci. Merci beaucoup, Caroline. Bon, puis la semaine prochaine, on termine avec les pays africains engagés dans la guerre contre Boko Haram. Bon, voilà. Bien, excellent. Merci, Georges.